Tanguay électronique, en première ligne. Alors bonjour, nous sommes les frères Bégin, puis nous venons de traverser le désert d'Atacama. Alors, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle des capitales au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'Esprit sportif, on aime le sport. Bon mardi et bienvenue à l'Esprit sportif. D'abord, parlons de tout un exploit, les frères Claude et Jean-François Bégin, qui viennent d'arriver à Québec. Ils ont traversé au cours des 7 derniers jours les 250 km du désert de l'Atacama, le plus aride au monde. C'est au Chili. On peut dire mission accomplie. Oui, ils ont réussi leur traversée, en plus d'amasser plus de 20 000 $ pour une bonne cause, la fibrose kystique. C'est un défi qui est beaucoup plus difficile que ce qu'on s'imaginait. La première difficulté, c'est le terrain. Bien qu'on se soit entraîné dans différents terrains, jamais on aurait pu penser courir dans des situations aussi variées, aussi inattendues. Des terrains qu'on n'a jamais vus ici au Québec. On a marché sur la Lune. François, quel sentiment là, vous habite là, maintenant que c'est mission accomplie? Bien, c'est un sentiment de fierté avant tout, parce que au tout début, on s'était lancé des objectifs qu'on a, au point de vue personnel, au point de vue performance, qu'on a largement dépassé, effectivement. Puis l'autre fierté qu'on a, bien sûr, c'est qu'on s'était fixé un objectif. Il ne faut pas oublier que tout ça, ça s'est fait dans un contexte de levée de fonds. On s'était fixé 10 000 $ comme objectif. Puis aujourd'hui, on a franchi la barre des 20 000 $. Alors ça, c'est une double fierté pour moi. Dès le départ, on savait qu'on allait courir notre propre course. Alors, c'était clair que s'il y en a un qui avait une mauvaise journée, l'autre allait faire sa course et vice-versa. Et puis si, dans le pire des scénarios, il y en a un qui devait abandonner, bien, c'était clair que les cartes étaient sur la table, que l'autre continuait. On a eu chacun nos mauvaises passes, nos mauvaises journées. Alors, il y a une certaine journée, je rattrape Claude, visiblement, file pas pantoute. Je dis, envoyé, on y va, c'est un défi individuel, mais regarde, on peut se tirer. Et puis, ça a été comme ça un peu toute la semaine. Si je ne me suis pas tourné les chevilles 60 fois pendant la semaine, je ne me les ai pas tournées une fois. La longueur des étapes, on a une étape de 76,2 km, ce qui est non négligeable. Tu cours les 38 premiers kilomètres, puis tu te dis sacrifice, il en reste encore la moitié. La température, on a eu des températures, justement, à cette longue étape-là, qui sont montées jusqu'à 50 degrés Celsius. Et l'infini, c'est-à-dire que si tu regardes trop loin en avant, tu te dis « j'y arriverai jamais ». D'ailleurs, j'ai demandé au dernier checkpoint, au dernier point de ravitaillement, à un bénévole qui était là, j'ai dit « on a traversé combien de vallées aujourd'hui ?» Il dit « toutes les vallées ». Mais j'ai dit « ça fait combien ?» Il dit « je le sais pas, mais vous les avez toutes traversées ». Beaucoup de solitude, hein? Dans tout ça, on part tous en même temps, mais rapidement, il y a un étalement qui se crée. Alors moi, aux conditions que Claude a mentionné, j'ajouterais la solitude. Parce qu'à un moment donné, tu peux avoir 3-4 kilomètres entre les participants. Alors, il faut que tu te débrouilles avec toi-même. Puis c'est justement comme ça, en pensant aux commentaires, en pensant aux gens pour qui on fait ça, qu'on réussit à... Hein, on part sur le diesel, puis là, on repart, on regrimpe, puis tranquillement, on remonte la pente. T'sais, au départ, quand on s'est inscrit, on disait « on veut le faire, on veut le finir ». Éventuellement, on s'est dit « je veux le faire en dedans de 50 heures ». À la fin de l'entraînement, on s'est dit 30-35 heures. Mais là, finir aussi près du peloton de tête, c'était vraiment inespéré. Mais c'est bien certain, comme à la dernière étape, mon objectif était clairement de protéger ma 10e position. Puis pour ça, ça nécessitait une certaine stratégie.
Puis écoute, Jean-François et moi, on a réussi à vraiment là, obtenir des résultats vraiment optimaux. C'était hors de toute attente. T'es 35-36 heures dans des conditions extrêmes, là. Quand est-ce dans une vie qu'on a le temps de faire ça? Alors, je souhaite que ce qu'on a fait là donne la petite bougie d'allumage pour d'autres personnes qui sont des amateurs. Puis ça n'a pas besoin d'être un objectif de performance, hein? Ça peut être de dire, je me donne comme objectif de le finir. Les temps pour se rendre d'un point de ravitaillement à l'autre sont permissifs. Alors, c'est possible pour quelqu'un qui se prend en main de dire, ben hey, c'est un défi que j'ai le goût de relever. Et j'espère que quelqu'un un jour m'enverra un message en me disant, hey, je me suis inscrit à cette course-là, puis c'est grâce à vous. Et après la pause, on parle des Nordiques. On revient dans 3 minutes 30. Il y a 35 ans, dans ce Colisée, un 10 octobre, les Nordiques de Québec disputaient leur premier match dans la Ligue nationale de hockey. Un retour sur le passé avec Stéphane Turcot. Le président des Nordiques, Maître Marcel, au but! Il y avait plusieurs invités de marque ce soir-là. Le premier ministre de l'époque, René Lévesque, l'ancien premier ministre Jean Lesage, le président de la Ligue nationale, John Ziegler, avaient tous défilé sur le tapis rouge. Cet événement-là, je ne l'oublierai jamais. C'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose qu'on espérait. Maurice Filion était le directeur général des Nordiques et pour lui, cette soirée du 10 octobre 1979 devenait l'aboutissement d'un rêve. Lorsqu'on a joué l'AMH, on a fait un pas où on s'est dit, un jour, on va être dans la Ligue nationale. Et lorsqu'on est arrivé dans la Ligue nationale, c'était l'euphorie à Québec. Là, on était dans la vraie ligue. Là. En fait, pas parce qu'on n'avait pas une bonne ligue avec l'AMH, mais la ligue qui était la meilleure au monde, c'était vraiment la Ligue nationale. Vous dites d'avoir des chouinards pas mal dans le Colisée ce soir-là? Oui, je ne veux pas dire qu'on a rempli une section, là, mais il y en avait plusieurs. Guy Chouinard jouait pour les Flames d'Atlanta. Les natifs de Québec, il était très heureux de participer à cette soirée historique. Les gens m'avaient reconnu le fait que j'étais du gars de la région de Québec, puis j'avais quand même une belle ovation. Puis ça aussi, ça me fait du bien. Tardif s'élance, son frère, son premier dans la Ligue nationale. Même si les Flames d'Atlanta l'avaient emporté 5-3, Réal Cloutier des Nordiques s'était distingué. Réal s'est levé dans la chambre à un moment donné. Il a dit, je vais aller scorer et but, je vais en faire 3. Cloutier encore, qui déborde. Finalement, il en a fait 3. C'est ça qui est arrivé. Après cette soirée mémorable au Colisée le 10 octobre 1979, le deuxième match des Nordiques a lieu le 13 au Forum à Montréal et autre défaite cette fois-ci de 3-1 contre le Canadien. La toute première victoire des Nordiques dans la Ligue nationale de hockey surviendra, et ironiquement, le 18 octobre à Denver, au Colorado, dans un gain de 5-2 contre les défunts Rockies du Colorado. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Jason toujours Nordique de Québec qui, il y a 20 ans, quittait la capitale pour le Colorado. Et petit à petit, les partisans du Canadien ont augmenté et avec raison. C'est ce qu'a constaté Michael Roy en visitant les boutiques sportives de Québec. En ce début de saison, dans la LNH, on est allé faire un tour dans les boutiques à Québec pour savoir lequel des chandails du Canadien était le meilleur vendeur à l'heure actuelle. Et comme on est à Québec, évidemment, est-ce que les articles des Nordiques ont encore la cote à Québec? Ici, on va vendre beaucoup de produits des Canadiens. Les joueurs les plus populaires étant Subban. P.K. Subban! Sur 10, mettons, je vais vendre facilement 5 Subban, peut-être 3-4 Price, puis de temps en temps un Galchenyuk ou un Gallagher. Et c'est peut-être un 60 % des ventes du magasin. Donc les Européens, les Américains, les gens qui connaissent quand même le hockey, qui ont connu les Nordiques, bien, ils viennent à Québec, ils voient des produits des Nordiques, ça fait des années qu'ils n'en ont pas vu, fait que c'est sûr que ça les intéresse. Si on fouille un petit peu plus loin dans le magasin, on trouve des vieilles reliques. Regardez-moi ça, on a des chandails, même des Rockies du Colorado. Et pour les plus nostalgiques, les Whalers. Bon, alors on quitte le Vieux-Québec et l'endroit un peu plus touristique. On va s'en venir dans un endroit où les vrais fans de hockey, les gens de Québec, achètent des trucs, les connaisseurs de hockey. On entre dans le magasin, première chose, des trucs du Canadien.
Canadiens, présentement, oui. Je dirais 6 Canadiens, 3 Nordiques, un d'une autre équipe, là, que ce soit Boston, Détroit. C'est certain que si les Nordiques renaissent un jour, ça va repartir de plus belle, puis va falloir s'équiper en Nordique pas mal. Résultat de notre enquête très scientifique aujourd'hui à TVA Sport. Il y a encore quelques irréductibles Gaulois dans la ville de Québec qui s'achètent encore, qui se procurent des articles à l'effigie des Nordiques, de Michel Goulet, de Petar Stachny, de Joe Sakic. Mais force est d'admettre que le temps a fait son œuvre et que le chandail le plus vendu maintenant à Québec, de loin, c'est celui du Canadien de Montréal, de Piquet Souban et de Carey Price. Comme quoi, les temps ont pas mal changé. Voilà, c'était Mickaël Roy pour la chaîne TVA Sport à Québec. Simon Gagné a gagné son pari. Il a signé un contrat d'une saison avec les Bruins de Boston mardi. L'entente serait d'une valeur de 600 000 $ selon TVA Sport. Gagné avait accepté un essai avec la formation bostonnaise lors du camp d'entraînement. L'athlète de 34 ans a donc suffisamment fait pour obtenir ce pacte. Le natif de Sainte-Foy n'a pas disputé de match dans le circuit Bettman depuis la saison 2012-2013 où il a enfilé les uniformes des Kings de Los Angeles et des Flyers de Philadelphie. Il avait amassé 16 points en 38 duels. Gauthier. Donc ça fait Les Remparts de Québec ont connu un dernier week-end parfait en remportant ces 2 duels devant ses partisans. Vendredi soir, dans une victoire de 5-2 face aux Tigres de Victoriaville, l'attaquant Guillaume Gauthier a brillé en inscrivant ses 8e et 9e buts de la saison. Et dimanche, face à l'une des puissantes formations de la Ligue, l'Océanique de Rimouski, les Remparts de Québec l'ont emporté par la marque de 5-2, signant ainsi une 5e victoire consécutive. L'ailier gauche Dimitro Timashov a bien fait dans la victoire, récoltant 1 but et 2 passes. Le gardien des Remparts, Callum Booth, s'est également illustré dans la victoire des siens, stoppant 36 des 38 rondelles dirigées vers lui. Les hommes de l'entraîneur-chef Philippe Boucher disputeront leur prochain match jeudi à Bécomo contre le Drakkar. OK, bien souvenir tout le monde. Et les stations de ski Mont-Sainte-Anne, Stoneham et le massif de Charlevoix s'unissent. En s'associant de nombreux hôteliers, ils offriront à compter de la prochaine saison le nouveau billet multistation, les sommets du Saint-Laurent, qui permettra aux skieurs de passer d'une station à l'autre selon ses envies. Il s'agit d'un mariage de 2 régions touristiques fabuleuses qui forment ensemble une destination de ski unique en Amérique du Nord. Voilà, c'était votre émission L'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en visitant notre site Facebook L'Esprit sportif. Bye bye, à demain.